La pluie de missiles d'aujourd'hui va certainement rendre la situation pire encore. Des coupures d'électricité d'urgence ont eu lieu aujourd'hui dans toutes les régions d'Ukraine, et les régions telles que Lviv, Zaporizhzhia, Odessa et Tchernihiv auraient été déconnectées du réseau électrique. À Kiev, la centrale thermique de Darnitska a été touchée. Toute la région de Kiev serait privée d'électricité et 3 millions de personnes environ, 3 millions d'habitants de la capitale, n'auraient pas d'eau. La centrale de Ladizine dans la région de Vinnytsia a également été touchée. Les frappes russes ont également endommagé des infrastructures énergétiques à Kremenchug et Odessa. Les rapports indiquent qu'Odessa n'a pas d'électricité ni d'eau courante. 3 centrales nucléaires qui fonctionnaient encore, Rivne, Sud-Ukraine et Kleminski, auraient été déconnectées du réseau électrique d'Ukraine compte tenu des attaques commises aujourd'hui. Les habitants de la Moldova voisine, vont également certainement subir les conséquences. Les frappes d'aujourd'hui auraient entraîné des coupures d'électricité dans l'ensemble du Moldova, pays qui souffre déjà d'une pénurie d'énergie compte tenu de la guerre. Monsieur le Président, l'OMS a lancé une mise en garde cette semaine en disant que l'hiver allait être extrêmement dangereux en Ukraine. Nous devons veiller à ce que les Ukrainiens les plus vulnérables puissent être protégés comme il se doit et puissent faire face aux mois à venir. Les agents humanitaires en Ukraine s'emploient à aider la population à faire face aux difficultés imposées par la pénurie d'énergie. Ces dernières semaines, plus de 430 000 personnes ont reçu une assistance directe pour faire face à l'hiver et près de 400 groupes électrogènes ont été distribués pour assurer un approvisionnement en énergie dans les hôpitaux, les écoles et autres installations cruciales. Je l'ai dit et je le répète, les attaques prenant pour cible des civils et infrastructures civiles sont interdites au regard du droit international humanitaire, de même que les attaques contre les objectifs militaires susceptibles de causer des dommages aux civils qui seraient excessives par rapport aux avantages militaires directs et concrets anticipés. Les Nations Unies condamnent fermement ces attaques et exigent que la Fédération de Russie cesse immédiatement de tels actes. Il doit y avoir une reddition de comptes pour toute violation du droit de la guerre. Monsieur le Président, nous restons également vivement préoccupés par la situation concernant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe. Le pilonnage dont il a été fait état, pilonnage de la centrale pendant le week-end est vraiment imprudent et déplorable. Le directeur général de l'AIEA a confirmé lundi que malgré la gravité du pilonnage, le matériel essentiel restait intact et qu'il n'y avait pas de préoccupation immédiate en matière de sûreté et de sécurité nucléaire. C'est simplement dû à la chance. Nous ne savons pas combien de temps cette chance va durer. Le monde ne peut pas se permettre d'avoir une catastrophe nucléaire. Il y a quelques heures, l'AIEA, soulignant les risques de ces attaques, a indiqué que la centrale avait perdu son accès externe à l'électricité et est maintenant tributaire de groupes électrogènes fonctionnant au diesel pour assurer le refroidissement et les fonctions essentielles de sécurité nucléaire. Toutes les activités militaires autour de la centrale, dans la centrale, doivent cesser immédiatement. Monsieur le Président, parmi ces tristes nouvelles d'aujourd'hui, je voudrais aussi mentionner un élément positif. Les partis ont annoncé également aujourd'hui un nouvel échange de prisonniers. 35 Russes et 36 prisonniers ukrainiens ont été libérés. Nous encourageons vivement les partis à continuer ces libérations et nous leur demandons de veiller à honorer leurs obligations au titre du droit international, en particulier de la 3e Convention de Genève. Monsieur le Président, la température à Kiev est maintenant, nous dit-on, de moins 1 degré Celsius. Et l'on prévoit de la neige. Les Ukrainiens vont maintenant faire face au temps que nous prévoyons et que nous craignons. Nous devons coopérer pour éviter une catastrophe humanitaire cet hiver, une catastrophe causée par l'homme. Le choc qui en résulterait
serait un lourd tribut que devraient payer pas simplement les Ukrainiens, mais chacun d'entre nous. Une désescalade immédiate est nécessaire. Nous relançons un nouvel appel à tous les États membres et organisations internationales afin qu'ils appuient les efforts déployés à cette fin en respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans le cadre de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations Unies continueront à jouer leur rôle sur le terrain et elles restent prêtes à apporter tous les efforts à l'appui de la paix conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international. Je remercie Madame Di Carlo de son exposé. Je donne maintenant la parole à son Excellence, Monsieur Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Merci infiniment, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous avons vu la réponse de nos partenaires, de nos amis, nous avons vu la réaction de tous ceux qui reconnaissent l'importance de la Charte des Nations Unies. Le monde se réunit pour faire appliquer la Charte des Nations Unies pour assurer la garantie de l'Ukraine, de l'Europe et de tous ceux qui souffrent des conséquences de l'agression menée par la Russie. C'est une formule de terreur qui est utilisée par les Russes. Le lendemain du jour où j'ai présenté en Indonésie notre formule pour la paix, nous avons reçu 10 missiles russes par point de notre formule. Et la situation s'est empirée. Nous avons libéré Kherson et l'armée russe a immédiatement commencé à ravager les villes. Nous avons des conséquences au quotidien. Cette nuit, il y a eu encore des frappes dans la région de Zaporizhzhia, ou le week-end dernier, et maintenant, une maternité a été frappée. Les terroristes russes ont tué un enfant, un nourrisson de 2 jours, qui a été tué par un missile russe. Aujourd'hui, nous avons un bâtiment résidentiel qui a été touché, 31 personnes sont décédées. Nous avons reçu aujourd'hui en une seule journée 70 missiles. Voilà la formule russe de la terreur. Ces attaques sont perpétrées contre nos infrastructures énergétiques, également contre des résidences, contre des bâtiments, des écoles, des hôpitaux, contre des quartiers entiers. Ces terroristes russes ont entraîné des coupures d'électricité généralisées en Ukraine, mais aussi au Moldova. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Que veut la Russie? La Russie utilise comme arme ses infrastructures et l'énergie alors que le thermomètre est en dessous de 0. Et les Russes essaient de s'attaquer à notre fourniture énergétique, à nous attaquer pour que nous n'ayons ni eau ni électricité. Là, nous sommes face à une véritable terreur. Les formules russes ne peuvent rien proposer. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce point. L'heure est venue vraiment d'appuyer la formule ukrainienne pour la paix. Il ne faut pas donner la chance aux terroristes. C'est la raison pour laquelle nous nous tournons vers nos partenaires pour qu'ils nous aident à protéger notre ciel. Nous avons besoin de systèmes de défense antimissiles et de systèmes de défense antiaérienne plus modernes et plus efficaces. Je remercie tous ceux qui nous aident déjà. Que peut faire le représentant d'un État terroriste? Que va-t-il nous dire maintenant? Que son peuple pacifique, que les peuples pacifiques ne subissent pas
les roquettes, les missiles de son État. Or, regardez l'évidence. Nous vous enjoignons de prendre des mesures concrètes pour protéger la vie humaine. La Russie essaie depuis longtemps de faire du Conseil de sécurité une enceinte de rhétorique et de manipulation. Mais le Conseil de sécurité a été créé pour être l'organe le plus puissant du monde pour les décisions. C'est la raison pour laquelle vous pouvez maintenant le démontrer. Le Conseil de sécurité doit donner une évaluation claire de la situation. Voyons si quelqu'un dans le monde à côté de la Russie peut justifier la terreur contre les civils. Je confirme l'invitation lancée par l'Ukraine en ce qui concerne une mission d'experts des Nations Unies chargée d'examiner les installations d'infrastructures cruciales de notre pays qui ont été touchés par des missiles russes. Il est nécessaire de procéder à une évaluation appropriée des dégâts de la destruction. Des dizaines de millions de personnes sont touchées. Il faut rétablir la justice au sein même de la structure des Nations Unies. Un État terroriste ne devrait pas participer à un vote sur les questions liées à son agression ou à la terreur qu'inflige ce pays. Nous sommes face à une impasse lorsque le pays qui a causé la guerre, le pays responsable de la terreur, bloque toute tentative du Conseil de sécurité d'honorer son mandat. C'est insensé que le droit de veto soit réservé à celui qui mène une guerre criminelle, Il est nécessaire d'extirper le monde de cette impasse. La situation est impossible. Le monde ne devrait jamais être pris en otage par un terroriste international. La Russie fait tout ce qu'elle peut pour nous poser des obstacles. Nous pouvons revenir au vrai sens des choses, appliquer la charte. Nous avons besoin de solutions. Je vous remercie. Gloire à l'Ukraine. Je remercie son Excellence, Monsieur Zelensky, de sa déclaration. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent prononcer une déclaration. Je donne la parole à la représentante des États-Unis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la secrétaire générale adjointe, Madame Di Carlo, de son exposé. Je remercie également le président Zelensky qui nous a rejoints aujourd'hui. Vos propos puissants ont bien montré les conséquences dévastatrices des attaques perpétrées par la Russie contre l'Ukraine, ainsi que les conséquences dévastatrices pour les civils. Il semble que Poutine soit déterminé à réduire à néant les infrastructures essentielles de l'Ukraine, sans pitié aucune. Très clairement, Poutine utilise l'énergie comme arme pour infliger des souffrances au peuple ukrainien. Poutine ne peut pas saisir l'Ukraine par la force, donc il va essayer de forcer le pays à se soumettre à cause du froid glacial. Si nous le laissons faire, des millions d'Ukrainiens n'auront ni eau courante, ni électricité, ni chauffage, alors que l'hiver sera glacial. Des millions de personnes vont devoir quitter leur maison. Les hôpitaux ne pourront pas traiter les patients. Davantage de personnes âgées et d'enfants en particulier, les malades et les personnes handicapées vont mourir. Les plus vulnérables vont payer le plus lourd tribut. Ayant du mal sur le terrain de bataille, la Russie utilise maintenant une stratégie inhumaine pour punir femmes et enfants. Que les choses soient claires, ce sont des attaques qui sont perpétrées contre des infrastructures essentielles, des attaques éhontées. C'est une escalade éhontée de la guerre déjà illicite et injustifiable de la part de la Russie. La Russie a ainsi entraîné une privation d'électricité. Les centrales sont déconnectées du réseau. Or, il faut que ces centrales aient de l'électricité pour assurer le refroidissement, parce que sinon, nous avons un risque accru d'accidents et de radiation. Nous appuyons la sécurité des centrales nucléaires, des centrales électriques de l'Ukraine. Et
il faut, comme cela a été dit, sécuriser les abords de la centrale de Zaporijia. Et comme nous le savons aujourd'hui, les conséquences de cette guerre se font ressentir au-delà des frontières même de l'Ukraine. Après cette dernière pluie de missiles, nombre d'habitants du Moldova se retrouvent privés d'électricité. La guerre d'agression russe fait que les Ukrainiens ont de plus en plus de difficultés à cultiver, à transporter les céréales pourtant nécessaires pour de nombreux pays. Nous ne pouvons pas sous-estimer la cruauté et l'ampleur catastrophique de ces attaques. Des attaques qui s'inscrivent dans toute une habitude contre les Ukrainiens. C'est une guerre atroce et aujourd'hui nous avons entendu des rapports et nous avons entendu le secrétaire général nous dire que les missiles ukrainiens ont tué dans un hôpital d'Ukraine. Donc les missiles russes ont tué un bébé de 2 jours. Il faut que la Russie respecte le droit de la guerre, le droit international humanitaire. Il faut qu'il y ait un mécanisme de reddition de comptes et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour appuyer le peuple ukrainien. C'est la raison pour laquelle les États-Unis apportent plus de 250 millions de dollars pour apporter une assistance humanitaire spécifique, pour apporter des couvertures, des groupes électrogènes et pour apporter une aide aux personnes déplacées internes et dans d'autres lieux d'infrastructure essentiels. Hier, nous avons également consacré 4,5 millions de dollars supplémentaires pour que les services d'urgence, les écoles, les hôpitaux ukrainiens continuent de fonctionner. Et aujourd'hui, 400 millions de dollars supplémentaires sont décaissés pour aider l'armée ukrainienne à résister à l'attaque russe. C'est un moment périlleux qui requiert une réponse internationale, une véritable riposte. Nous appelons toutes les nations à prêter leur concours à l'Ukraine grâce à une aide financière et autres nécessaires pour réparer, remettre en état le réseau électrique et nous demandons d'aider les Ukrainiens à se protéger grâce à un système antiaérien contre les attaques de missiles. La brutalité de la Russie ne va pas affaiblir la détermination des Ukrainiens. Poutine croit que si, mais il se trompe lourdement. Les Ukrainiens ne vont pas être dissuadés. Je l'ai vu moi-même de première main lorsque je me suis rendue au début du mois à Kiev. J'ai été fière d'annoncer une assistance humanitaire supplémentaire pour aider les Ukrainiens à passer cet hiver glacial. Et j'ai fait cette annonce face à un groupe de femmes, d'enfants déplacés dans un bâtiment civil qui avait été précédemment frappé par un missile russe. Ce que j'ai vu ce jour-là, c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui, la détermination, la force du peuple ukrainien. Quelle que soit la noirceur des desseins de Poutine, les Ukrainiens continueront de défendre leur liberté, leur démocratie, leur souveraineté et les États-Unis et leurs alliés continueront d'être aux côtés de l'Ukraine en ces temps de besoin aussi longtemps que cela sera nécessaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie les États-Unis de leur déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Albanie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame Di Carlo de son exposé. Une attaque de roquettes a frappé cette nuit une maternité dans le sud de l'Ukraine, tuant un nouveau-né. Hélas, la mère... Heureusement, plutôt, la mère du bébé et le docteur ont pu être extirpés des gravats. Cette attaque a eu lieu alors que les forces de l'armée russe s'attaquaient aux infrastructures civiles. Ce n'est pas la première fois ni la dernière. Tout cela est devenu courant. Chaque fois que la Russie estime qu'elle perd du terrain, elle se met à attaquer des civils et des infrastructures civiles, à bombarder des écoles, des hôpitaux, à détruire des maisons, des ponts et surtout une composante vitale de l'économie de la vie de l'Ukraine, les infrastructures électriques. La Russie peut continuer à utiliser tous les propos de camouflage qu'elle a utilisés par le passé. Mais lorsque vous ciblez délibérément des civils, des infrastructures civiles, il n'y a qu'une façon de décrire ce comportement odieux. La Russie est en train de commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité.
l'humanité en Ukraine. Et ceci a précisément été confirmé aujourd'hui par le Parlement européen. Sa résolution, qui fait date, souligne que les attaques délibérées, les atrocités commises par les forces russes et leur suppôt contre les civils en Ukraine, la destruction d'infrastructures civiles et autres graves violations du droit international, du droit humanitaire sont constitutifs d'actes de terreur et constituent des crimes de guerre. De ce fait, le Parlement européen reconnaît la Russie comme État promoteur du terrorisme, un État qui utilise des outils du terrorisme. Nous sommes ici maintenant face à une terrible réalité. Un membre permanent du Conseil de sécurité chargé de préserver la paix et la sécurité est tombé si bas dans son comportement honteux en Ukraine que le Parlement européen estime maintenant qu'il s'agit d'un promoteur du terrorisme. Monsieur le Président, cette guerre injuste et injustifiée se poursuit. Le risque de retombées potentiellement catastrophiques est réel. Les frappes de missiles russes contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine ont entraîné des coupures d'électricité dans la moitié du Moldova voisin. Plus l'Ukraine réussit dans ses contre-offensives pour récupérer des territoires temporairement occupés, plus l'armée russe répond férocement. Cela inclut des attaques à l'artillerie dans le Donbass, la prise possible de civils et de zones résidentielles, des menaces d'utilisation des armes nucléaires et les attaques massives récentes contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine dans un effort d'en finir avec la population ukrainienne en la faisant mourir de froid. On estime qu'environ 4 millions de personnes sont en proie à un hiver glacial en Ukraine. Beaucoup vivent dans des maisons endommagées qui ne vont pas les protéger contre le froid et ces nombres ne vont qu'augmenter. Il n'est pas étonnant de voir que la communauté internationale a finalement une décision très claire à prendre. Elle doit condamner l'agression russe, continuer d'appuyer fermement l'Ukraine, politiquement, militairement et sur le plan économique, l'aider à défendre son pays et son peuple. C'est une solidarité requise dans le plein respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine, mais également pour avoir un monde fondé sur des règles. Dans le contexte de la dégradation de la situation humanitaire, nous saluons les efforts des Nations Unies qui aident ceux qui en ont besoin. Il est important que les convois des Nations Unies aient accès à l'ensemble du pays. Nous appuyons le rôle de l'AIEA pour sécuriser les environs de la centrale de Zaporijjia. En conclusion, je voudrais rappeler les racines de cette crise, y compris l'aspect humanitaire et l'insécurité de l'insécurité alimentaire. Les racines de cette crise sont tout simplement l'agression militaire non provoquée et injustifiée de l'Ukraine par la Russie. Nous relançons un appel à la Russie pour qu'elle cesse sans condition pour ces attaques, pour qu'elle se retire sans condition de l'ensemble du territoire ukrainien et s'engage sur la voie diplomatique. Je remercie le représentant de l'Albanie et donne maintenant la parole à la Norvège. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie infiniment Madame Di Carlo de son exposé. Nous nous félicitons de la participation du président Zelensky et nous le remercions du message poignant qu'il nous a adressé. Nous vous avons bien entendu, Monsieur le Président. La Norvège continuera d'être aux côtés de l'Ukraine et du peuple ukrainien. Notre soutien est indéfectible. Nous sommes épouvantés par la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. C'est une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international. Les attaques récentes contre l'Ukraine montrent une nouvelle fois que la Russie est complètement insensible aux souffrances causées pour des millions d'Ukrainiens. Nous savons que des attaques ont été perpétrées contre les infrastructures essentielles, contre des civils, des attaques qui ont touché de nombreuses installations électriques et des centrales en Ukraine. Ces dégâts entraînent des conséquences humanitaires d'autant plus préjudiciable pendant l'hiver rude. L'objectif semble être de terroriser la population. Ces attaques sont illégales et peut-être constitutives de crimes de guerre. Les
responsables doivent rendre des comptes. Nous sommes également vivement préoccupés par la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Nous appuyons les efforts déployés par l'AIEA pour établir une zone de sécurité, de protection. La Russie doit immédiatement retirer son armée. La guerre contre l'Ukraine est une tragédie pour les individus, pour la société ukrainienne, pour le peuple ukrainien et ce pour des générations. C'est une guerre qui aura également des ramifications internationales graves. Nous nous félicitons du renouvellement de l'initiative sur les céréales. Elle est indispensable pour garantir une sécurité alimentaire. Encore une fois, la Norvège enjoint la Russie de cesser immédiatement son agression insensée et illégale. La Russie doit cesser immédiatement ses opérations militaires sur le territoire ukrainien et se retirer. Et nous demandons un accès sûr, rapide et sans entrave des organisations humanitaires aux personnes qui en ont besoin et nous demandons une nouvelle fois que tous les civils soient protégés. Le droit international humanitaire, le droit relatif aux droits humains doit être pleinement respecté et mis en œuvre. La Russie doit cesser cette guerre horrible. Je vous remercie. Je remercie la Norvège de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la France. Monsieur le Président, je remercie Madame Di Carlo pour son exposé et je salue la participation du président Zelensky à cette réunion. La Russie poursuit sa stratégie de ciblage systématique des infrastructures civiles ukrainiennes. Après les frappes des 15 et 17 novembre, d'une ampleur inégalée depuis le début du conflit, les bombardements d'aujourd'hui ont entraîné une rupture de l'approvisionnement en eau à Kiev et des coupures d'électricité massives dans tout le pays. Les dégâts causés aux installations de production d'électricité sont considérables. La Moldavie voisine est également victime de ces bombardements et elle voit son approvisionnement énergétique fortement perturbé. La France condamne avec la plus grande fermeté la poursuite de ces frappes. Elle réaffirme sa solidarité et son soutien à l'Ukraine. Elle exprime ses condoléances aux familles et aux proches des victimes. Elle exprime également sa solidarité avec la Moldavie. Cette guerre d'agression crée une situation dans laquelle le risque d'escalade involontaire est très élevé. La Russie porte l'entière responsabilité de la dégradation de la sécurité et de la sécurité nucléaire de la centrale de Zaporijia. Ce sont la présence de ces troupes sur ce site nucléaire et l'annexion illégale de la centrale qui augmente considérablement les risques d'accident. Monsieur le Président, la poursuite par la Russie de frappes délibérées sur les infrastructures civiles est une violation manifeste du droit international humanitaire. À chaque victoire de l'Ukraine, la reconquête de la région de Kharkiv comme la reprise de Kherson, la Russie réagit par de nouveaux bombardements des infrastructures essentielles de l'Ukraine. L'objectif est clair. Face aux défaites militaires, semer la terreur. La poursuite de ces représailles est intolérable. Nous le redisons, la Russie ne parviendra pas à bout de la résistance du peuple ukrainien. Celui-ci se bat pour sa liberté. Et dans cette lutte, l'Ukraine n'est pas seule. Nous nous tenons à ses côtés et continuerons de le faire. Monsieur le Président, la France poursuivra son soutien à l'Ukraine par l'organisation d'une conférence internationale le 13 décembre prochain. Celle-ci a pour objectif de répondre aux besoins urgents de la population à l'approche de l'hiver et de mettre en place un mécanisme de coordination de l'aide. La France continue également de soutenir la Moldavie. Dès le début de la guerre, nous avons lancé avec l'Allemagne et la Roumanie une initiative pour aider ce pays à faire face aux conséquences de cette guerre. Nous avons tenu à Paris lundi dernier la 3e réunion de la plateforme de soutien à la Moldavie qui a permis de mobiliser 100 millions d'euros. La France, Monsieur le Président, réitère son soutien indéfectible à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine face à l'agression que mène la Russie. Elle salue le courage
et la détermination des Ukrainiennes et des Ukrainiens. Je vous remercie. I thank the representative of France. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration et donne la parole au Brésil. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous remercions la secrétaire générale adjointe, Madame Di Carlo, pour les informations actualisées qu'elle a présentées au Conseil cet après-midi. Le Brésil réaffirme que les attaques perpétrées contre des cibles civiles, y compris des infrastructures énergétiques et de transport, sont injustifiables et constituent des violations du droit international et du droit humanitaire international. Nous exhortons les parties à suspendre les hostilités immédiatement, à éviter une détérioration plus avant de la situation humanitaire dans les zones concernées. Les bombardements des derniers jours, une fois encore, ont souligné les risques que le conflit pose pour la stabilité régionale. Nous prenons acte avec préoccupation du déploiement annoncé de systèmes de défense aérienne sur le territoire polonais, non loin de la frontière avec l'Ukraine. Compte tenu de l'incident du 15 novembre, l'heure est à la prudence. Il est nécessaire d'agir de façon responsable et éviter à tout prix que le conflit ne prenne de plus grandes proportions. Monsieur le Président, aucun sujet n'a reçu autant d'attention de la part du Conseil depuis février que le conflit en Ukraine. Néanmoins, malgré la fréquence de nos réunions, nous ne nous sommes pas rapprochés de la paix. L'exercice récurrent de monter du doigt les uns les autres au sein de nos séances n'a pas rapproché la situation d'une solution de paix. Aussi important soit-il de condamner les violations perpétrées au cours d'une crise, nous devons toujours nous souvenir que de telles accusations, d'un tel discours, c'est pas pertinent pour la population civile. Pour les deux parts de la ligne de front, la paix, c'est l'aspiration principale. Nous encourageons les membres du Conseil à chercher les moyens pour ouvrir le dialogue entre les parties fondé sur le respect de la souveraineté de l'Ukraine et la reconnaissance des préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties concernées. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Brésil de leur déclaration. Je donne la parole au représentant du Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la secrétaire générale adjointe Di Carlo. Nous nous félicitons de la participation du président Zelensky aujourd'hui. Président, nous avons discuté de la situation en Ukraine la semaine dernière. Le message du Conseil à cette séance était clair. Les attaques systématiques de la Russie contre des civils ukrainiens et les infrastructures civiles étaient inacceptables et devaient cesser. Au cours de la semaine écoulée, la Russie a continué sa campagne de terreur, tuant plus de civils, attaquant plus de cibles civiles et causant des dommages colossaux à l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. La Russie, de façon délibérée, bombarde des hôpitaux et d'autres installations médicales. L'OMS a consigné 703 de ces attaques depuis février. Nous avons entendu aujourd'hui qu'un bébé nouvellement né a été tué par une frappe dans l'unité de maternité de Zaporizhzhia. La Russie détruit des vies en Ukraine qui ont à peine commencé. Comme l'a dit le président Zelensky, la Russie essaie de parvenir avec la terreur et des assassinats, ce qu'elle n'a pas pu réaliser en 9 mois sur le champ de bataille. La soumission totale ou la destruction de l'Ukraine. Président, la Russie doit honorer ses obligations en vertu du droit humanitaire international. Mais ceci ne remplace pas la paix. Le président Zelensky a présenté un plan pour une fin négociée de la guerre. Les premières étapes cruciales, c'est que la Russie cesse son agression unilatérale et rétablisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine conformément à ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies. La Russie a dit vouloir des négociations, mais les actions sont plus éloquentes que les paroles.
Comme l'a dit mon Premier ministre à Kiev la semaine dernière, le Royaume-Uni fournira de nouveaux équipements de défense antiaérienne, renforcera son soutien humanitaire au seuil de cet hiver. Nous continuons d'être aux côtés de l'Ukraine qui combat pour une paix durable. Je remercie le représentant du Royaume-Uni de sa déclaration. Je donne la parole au représentant de l'Irlande. Merci, Monsieur le Président. Je me félicite de la participation du président Zelensky à la présente réunion. Merci à Madame Di Carlo, secrétaire générale adjointe, de son exposé. L'Irlande est très préoccupée par les rapports effrayants de nouvelles pluies de missiles sur les villes ukrainiennes. Les infrastructures essentielles, et cela perpétré par la Fédération de Russie. Cela a causé des coupures d'électricité et des millions d'Ukrainiens sont ainsi soumis au froid de l'hiver. Les coupures d'électricité sont devenues la nouvelle norme en Ukraine et aujourd'hui, le pays voisin Moldova est sans électricité. L'Irlande condamne le fait que la Russie utilise l'énergie comme arme de guerre. Des rapports effrayants ont vu le jour au cours de la nuit sur une attaque sur une maternité dans l'hôpital non loin de la ville de Zaporizhia, tuant un nouveau-né dont la mère et le docteur ont été retirés des débris du bâtiment. Dans la ville de Kiev, 3 personnes ont été tuées suite à des bombardements. Parmi eux, une jeune fille de 17 ans. Nous avons également entendu des récits de salles de torture à Kherson, ce qui s'ajoute à la longue liste des atrocités. Ces attaques ont atteint absolument rien, si ce n'est de terroriser une population civile. Président, nous condamnons les attaques haineuses dans les termes les plus vigoureux. Nous répétons que les attaques ciblant les civils et les installations civiles, c'est des crimes de guerre et que ceux qui en sont responsables doivent être tenus responsables, qu'ils ordonnent ou les perpètrent. La Russie, son utilisation des explosifs dans les zones peuplées est très inquiétante. La semaine dernière, à Dublin, 83 pays ont adopté une déclaration politique pour renforcer la protection des civils face aux conséquences humanitaires découlant de l'utilisation des armes explosives dans des zones très peuplées. Nous répétons que les parties au conflit doivent respecter le droit international humanitaire. Cela inclut les obligations s'agissant des attaques intentionnelles contre des civils, les attaques ne distinguant pas les cibles militaires des cibles civiles et les attaques aveugles ou disproportionnées. C'est d'autant plus urgent que des millions d'Ukrainiens commencent à aborder un terrible hiver. Les attaques continues par la Russie ont causé des bouleversements pour les infrastructures énergétiques, la prestation de services de base, y compris eau, électricité, soins de santé et chauffage. Et les plus vulnérables de la société, femmes, enfants et personnes âgées, vont connaître un avenir particulièrement précaire. À maintes reprises, la Fédération de Russie a fait fi des appels lancés par la communauté internationale pour mettre un terme à son agression de l'Ukraine, continuant sur la voie de l'escalade de la mort et de la destruction. Mais comme on l'a dit clairement à maintes reprises, il y a une autre voie possible. Une fois encore, l'Irlande demande à la Fédération de Russie de cesser toutes les hostilités, de retirer ses contingents et de revenir à la voie du dialogue et de la diplomatie. Merci. Je remercie le représentant de l'Irlande. Je donne maintenant la parole au représentant des Émirats arabes unis. Monsieur le Président, je remercie le président Zelensky d'avoir pris la parole aujourd'hui. Je remercie Madame Di Carlo, secrétaire générale adjointe, de son exposé. Depuis notre dernière séance sur l'Ukraine, les températures ont commencé à baisser avec les premières neiges dans le pays. À maintes reprises, nous avons dit nos préoccupations quant au début de l'Ukraine, au moment de la destruction des infrastructures, d'où plus de souffrances humanitaires, faute de chauffage et d'électricité aujourd'hui. Les pluies de missiles dans l'Ukraine ont conduit à des coupures d'électricité, d'eau et au point d'en toucher le pays voisin, Moldova.
En outre, nous sommes très préoccupés par les signalements du fait que la centrale nucléaire de Zaporijia a été l'objet de tirs de nouveau. Et nous faisons l'écho du directeur général de l'AIEA demandant que les parties fassent des efforts concertés pour éviter une catastrophe nucléaire. Il est effectivement inacceptable que la population de la région et du monde vivent sous cette menace. Les rapports d'aujourd'hui nous racontent des récits de destruction avec déconnexion du réseau électrique dans les zones d'habitation. Nous prenons note du besoin de garantir la sécurité des mères et de leurs nouveau-nés. Nous rappelons en partie leur obligation envers le droit international, définie clairement dans les conventions de Genève, de protéger les civils et les installations civiles. Nous devons également appeler à la retenue, car cette évolution risque de conduire à des conséquences transnationales. Monsieur le Président, la situation actuelle est encore un autre rappel du besoin urgent d'une cessation des hostilités et d'un règlement pacifique de cette guerre. Pour parvenir à une solution de paix contenue par les deux parties, nous devons saisir l'évolution positive de la dernière, de la prorogation la semaine dernière de l'initiative de la mer Noire pour les céréales. Nous sommes convaincus que le Conseil doit faire preuve d'unité pour régler ce conflit. Quant à nous, nous sommes prêts et voulons déployer nos services de bons offices pour tout effort pour atténuer les conséquences de la guerre sur les civils en Ukraine et à l'extérieur de l'Ukraine et pour aider la Russie et l'Ukraine à parvenir à une paix durable. Merci. Je remercie le représentant des Émirats arabes unis et je donne la parole au représentant du Mexique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous remercions la secrétaire générale adjointe, Rosemary DiCarlo, de son exposé. Et nous nous félicitons de la participation du président Zelensky à cette séance du Conseil. Les attaques perpétrées ces derniers jours qui ont détruit une partie des infrastructures électriques de l'Ukraine alors que commence l'hiver sont inacceptables et doivent cesser immédiatement. Ainsi que cela a été mentionné, les problèmes d'approvisionnement en électricité compromettent d'autres services de base tels que l'approvisionnement en eau, le chauffage et le fonctionnement sûr des centrales nucléaires en Ukraine. Il est clair que les risques d'un accident nucléaire augmentent avec l'intensification des affrontements. Un accident de ce type aurait des conséquences humanitaires et environnementales catastrophiques pour l'ensemble de la région et au-delà. C'est la raison pour laquelle nous répétons qu'il faut, de toute urgence, établir un périmètre de sécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Nous avons encore le temps d'éviter une tragédie plus grande encore. Mais si nous ne faisons rien, le risque d'un accident nucléaire augmente. C'est la raison pour laquelle le Mexique lance aujourd'hui à nouveau un appel sans équivoque afin que cessent les attaques contre les infrastructures civiles. Nous insistons sur le fait qu'il est important de respecter le droit international humanitaire. Les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels sont clairs et ne supportent aucune ambiguïté. Les biens de caractère civil ne peuvent pas faire l'objet d'attaques. Il est évident que les conséquences de cette guerre se sont propagées. À cause du conflit, la semaine dernière, 2 personnes sont mortes en Pologne. Et comme nous l'avons vu hier soir, une attaque frappant un hôpital a causé la mort d'un nouveau-né. Aujourd'hui, par ailleurs, la République de Moldova a vu que son approvisionnement en électricité a été touché.
Par ailleurs, la guerre a également eu des répercussions marquées sur le cours des denrées alimentaires, ce qui a une incidence sur la sécurité alimentaire de nombreux pays. À cet égard, nous nous félicitons du renouvellement de l'initiative sur l'exportation des céréales de l'Ukraine par la mer Noire. Et nous nous félicitons aussi du mémorandum d'accord entre la Russie et le secrétariat de l'ONU pour faciliter l'accès d'aliments et d'engrais aux marchés mondiaux. Nous espérons que l'esprit de coopération qui a permis de renouveler ces deux accords importants permettra aussi de nouer un dialogue afin de privilégier la diplomatie et de trouver de nouveaux mécanismes de médiation. Il est urgent que cesse la guerre et les graves souffrances de la population civile. Il est également urgent de faire cesser le coût considérable de cette guerre dans le reste du monde. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Mexique de sa déclaration. Je donne la parole au représentant du Gabon. Monsieur le Président, je remercie Madame Rosemary DiCarlo pour son exposé et salue la participation à cette session du président Zelensky ainsi que des représentants de la Roumanie et de la Moldavie. Monsieur le Président, une fois de plus, la guerre en Ukraine a fait des morts et des destructions. Les attaques d'hier ont occasionné des victimes dans la population et causé des destructions d'infrastructures civiles, notamment dans la zone sensible de Zaporizhzhia. Il est temps d'arrêter cette guerre. Le Gabon continue d'appeler les partis à se mettre autour de la table pour trouver une solution politique en vue de sortir de la logique de la belligérance qui ne produit que mort, désolation et terreur. Il n'y aura pas d'autre moyen, pas d'autre issue possible que le dialogue. Prolonger la guerre, c'est parier sur la vie de milliers de personnes civiles exposées au combat, aux attaques indiscriminées, d'armes de destruction massive, et c'est aussi augmenter le bilan déjà très lourd des destructions d'infrastructures civiles. Monsieur le Président, l'arrêt de la fourniture d'électricité pour des millions d'Ukrainiens va certainement aggraver la situation humanitaire à l'approche de l'hiver et exacerber la détresse des populations déjà très affectées par 9 mois de guerre. Le Gabon appelle une fois de plus ce Conseil de sécurité à s'engager dans la voie de la recherche d'une solution concertée et à activer les canaux de la diplomatie. Pour terminer, Monsieur le Président, nous soulignons l'exigence pour les parties de respecter le droit international humanitaire et appelons les belligérants à engager de bonne foi des négociations en vue de mettre fin à la guerre et aux souffrances des victimes innocentes. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Gabon de sa déclaration. Je donne la parole au représentant du Kenya. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la secrétaire générale adjointe, Madame DiCarlo, de son exposé, et je remercie le président Zelensky de sa participation. Nous sommes de nouveau réunis en une semaine seulement parce que la situation en Ukraine continue de se détériorer. Nous déplorons les attaques qui vont croissant, causant tant de souffrance à des milliers d'innocents de plus en cet hiver. Nous sommes préoccupés par le fait que les civils et les installations qui leur sont indispensables pour leur survie, leur logement, les hôpitaux, ainsi que les infrastructures d'électricité, d'eau, sont ciblées pour être détruites, et ce en violation du droit international humanitaire. Les coupures d'électricité colossales en Ukraine suite aux attaques ciblées des infrastructures énergétiques en ces mois d'hiver revient à une situation humanitaire catastrophique. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles et aux communautés qui ont perdu des êtres chers dans cette guerre. On n'insistera jamais assez sur le besoin d'épargner les civils et les infrastructures civiles. Chacun sait que la guerre
Dans la guerre, personne n'est gagnant. Et les actions militaires sont au mieux une solution temporaire. À cet égard, le Kenya demande la cessation immédiate des hostilités et que l'on donne sa chance au dialogue, conformément à la Charte des Nations Unies. Le dialogue peut conduire à une solution politique garantissant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, tout en étant sensible aux préoccupations sécuritaires de toutes les parties prenantes de la région. Le Kenya se félicite de l'accord de reconduire l'initiative céréales de la mer Noire, ainsi que l'accord pour garantir l'exportation sans entrave d'engrais et d'aliments russes sur le marché mondial. La préservation et mise en œuvre de ces instruments, c'est vital pour traiter de la flambée des prix alimentaires, en particulier dans les régions qui connaissent une insécurité alimentaire, y compris dans des pays et des conflits ayant des situations précaires. Nous exhortons, une fois encore, avoir des garanties politiques pour garantir des exportations sans entrave de produits alimentaires et d'engrais en provenance de Russie, en particulier vers l'Afrique. Nous répétons que le secrétaire général et ses bons offices ont été décisifs pour cette initiative importante. Nous devons, ensemble, et dans l'intérêt de la paix et de la sécurité, rechercher toutes les options qui peuvent conduire à la cessation de cette guerre. Ceci doit être suivi d'un dialogue pour une solution politique qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, en traitant les griefs sous-jacents à la guerre pour garantir un ordre sécuritaire en Europe stable. Je réaffirme le respect de la Kenya pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières reconnues internationalement. Merci. Je remercie le représentant du Kenya de sa déclaration. Je donne la parole au représentant de la Chine. Monsieur le Président, actuellement, le conflit en Ukraine a causé beaucoup d'attaques sur des installations civiles. Des civils ont perdu la vie et ont été déplacés. C'est une situation extrêmement préoccupante. Il n'y a pas de gagnant dans le conflit. Le dialogue et la négociation sont la seule solution. Les parties concernées doivent, dès que possible, reprendre des négociations. La communauté internationale devrait appuyer tous les efforts pour régler la crise en Ukraine, pour éviter une escalade du conflit et éviter une crise nucléaire. Et les parties doivent s'efforcer de garantir la chaîne d'approvisionnement et d'améliorer la situation humanitaire dans les régions touchées par la crise. Encore une fois, nous demandons aux parties concernées de faire montre de retenue, d'éviter toute mesure aggravant la confrontation et nous leur demandons d'éviter une situation qui échapperait à tout contrôle. Elles doivent notamment respecter à la lettre le droit international et tout faire pour protéger les civils et infrastructures civiles et réduire les conséquences du conflit sur les habitants. La situation humanitaire est grave et le froid va aggraver cette situation. La communauté internationale doit aider l'Ukraine à réparer les infrastructures énergétiques endommagées, à apporter une aide à la population pour répondre également aux besoins de base des personnes déplacées et réfugiées. Il faut également veiller à ce que toutes les personnes en ayant besoin puissent faire face à l'hiver et tout ce pour éviter une crise humanitaire plus vaste. Le week-end dernier, la centrale nucléaire de Zaporijia a été frappée par le pilonnage le plus grave depuis des mois, entraînant des dommages considérables et soulevant encore une fois les préoccupations internationales face à une possible catastrophe nucléaire. La question de la sécurité et de la sûreté nucléaire est cruciale et n'accepte aucun compromis. Nous demandons à toutes les parties concernées de faire montre de prudence et de tout faire pour garantir la sécurité des installations nucléaires pour éviter un accident nucléaire. Nous appuyons l'AIEA pour qu'elle poursuive ses consultations avec la Russie et l'Ukraine pour garantir la sûreté et la sécurité de la centrale de Zaporijia.
pour parvenir à un accord mutuellement acceptable. La gestion des répercussions de la crise devrait être l'objectif premier de la coopération internationale pour l'Ukraine. Nous saluons l'accord des parties concernées pour ce qui est de la reconduction d'initiatives sur l'exportation des céréales par la mer Noire et nous nous félicitons des efforts déployés par le secrétariat des Nations Unies pour régler le problème concernant l'exportation de céréales et d'engrais. Nous espérons que cela montrera au-delà du Conseil les bons résultats de la diplomatie. Nous espérons aussi que les parties concernées sur cette base continueront de coopérer et d'essayer de trouver de nouvelles percées diplomatiques. En conclusion, je voudrais rappeler la position de la Chine pour ce qui est de l'Ukraine. Elle est claire. Nous continuerons de coopérer avec la communauté internationale pour jouer un rôle responsable pour régler la crise. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration. Je donne la parole au représentant de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, avant tout, je voudrais répéter notre position s'agissant d'une nouvelle réunion avec la participation en ligne du président ukrainien. À plusieurs reprises, nous avons souligné que nous ne sommes pas contre sa participation, mais cette participation doit être conformément aux règles des 75 ans du fonctionnement du Conseil de sécurité. D'autant plus que M. Zelensky ne participe pas à la séance. Nous l'avons écouté une fois encore, une de ses enregistrements vidéo. Il n'y a aucune séance du Conseil de sécurité où il a participé. Il n'a été jusqu'à la fin. En tout cas, il n'est pas resté une seconde de plus que son intervention vidéo. Je tiens à dire à la représentante de la Norvège, vous avez écouté et entendu le président Zelensky, mais je tiens à vous dire que le président Zelensky, lui, ne vous a pas écouté. Cela ne l'intéresse pas. Pour lui, le Conseil, c'est simplement une tribune. Monsieur le Président, au cours de l'opération spéciale militaire, nous devons avoir affaire pas seulement aux formations du régime de Kiev, mais aussi aux pays de l'OTAN qui leur ont fourni un soutien militaire et qui mènent une guerre par intermédiaire avec la Russie. Pour affaiblir et détruire les moyens militaires de nos ennemis, des frappes précises ciblent les installations énergétiques et les autres infrastructures qui sont utilisées à des fins militaires par les Ukrainiens et pour garantir la logistique et la communication des formations armées ukrainiennes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont parlé du fait que les Ukrainiens risquent d'être sans eau et sans électricité. Je ne me souviens pas que quelqu'un se soit inquiété en Occident depuis plusieurs années des actions qui ont causé des manques d'électricité et de chauffage en Ukraine. Je parle ici du Donbass qui en a pâti pendant 8 ans. Nous n'allons pas reprendre la logique du régime de Zelensky qui bombarde la centrale de Zaporozhye et qui en incombe la responsabilité à la Russie, et ceci avec l'accord des Occidentaux déclarant que l'Ukraine et nous ne nous dirons pas que c'est l'Ukraine qui elle-même détruit ses propres infrastructures. Nos missiles, comme cela a été dit par des médias ukrainiens et occidentaux, ont été terminés en mars et ensuite en juillet.
puis en septembre. Mais les dommages causés aux maisons et les victimes parmi la population civile sont le fait de la défense antiaérienne ukrainienne et des débris de missiles et des missiles ukrainiens qui ne sont plus sur leur course, leur itinéraire, ont ciblé des maisons ukrainiennes et des photos le montrent et l'on voit que il y avait des missiles américains qui ainsi ont frappé des maisons ukrainiennes. J'aimerais appeler votre attention sur l'aspect irréfléchi du fait que vous approvisionnez en armes l'Ukraine. Il est clair que les Ukrainiens, avec leur propagande, gardent secret ce type d'informations. Comment peut-on avoir confiance dans ces récits de la partie du régime ukrainien? Et notamment suite à ce qui s'est passé dans la ville de Pchevodouvier et un discours irrationnel était mené en Occident sur le risque de développement plus avant de cet incident. Nous sommes curieux de voir quels seront les résultats de l'enquête qui sera menée soi-disant de façon transparente et objective. Et j'espère que les régimes, que les Occidentaux ne mentiront pas à leurs citoyens comme Zelensky le fait à ses citoyens. Malheureusement, les nouvelles fausses abondent sans qu'on les vérifie auprès de leurs sources. Un exemple évident est les accusations absurdes du représentant spécial, Madame Patten, qui avait dit que l'on donnait, en octobre, que l'on donnait du Viagra aux soldats russes pour violer des femmes ukrainiennes. Et récemment, il y a eu un enregistrement. Et dans cet enregistrement que l'on voit sur Internet, Madame Patten dit qu'elle n'avait en fait pas vérifié ces informations. Et elle a dit, je cite, « Et quant à faire des enquêtes, c'est pas mon travail. Moi, je n'ai pas pouvoir pour ce faire. » C'est pratique de dire que pour un haut représentant du secrétariat des Nations Unies qui n'a pas mandat pour mener des enquêtes. Et nous consignons ces cas et nous appelons les fonctionnaires de l'ONU dans leur activité à respecter les normes du droit international et les normes de la charte. Nous consignons tous les témoignages notamment des agissements par des Ukrainiens dans des territoires sous leur contrôle, territoire nouvellement russe. Des nationalistes ukrainiens sont allés sur la rive droite du Dniepr et ont commencé de faire un nettoyage et des répressions. Et la représentante de l'Ukraine, Madame Lougovaya, a dit qu'il fallait tuer les traîtres comme des chiens. Et c'est bien commode d'utiliser le couvre-feu. Les pouvoirs de Kiev essaient de soutenir un blocus de l'information concernant la région de Kherson, comme les fascistes le faisaient. Ils veulent cacher que des gens sont abattus, attachés à des poteaux. Aujourd'hui, l'on voit que le régime de Kiev utilise l'intimidation et ces Ukrainiens, par peur de représailles, sont amenés à crier des slogans nazis. Et il y a eu de telles vidéos dans les reportages de CNN qui d'ailleurs a perdu son accréditation à Kiev et Sky News a eu le même lot. Alors, qu'est-ce que Kiev essaie de cacher et l'UE a mis de côté ses idéaux de paix et de façon
patente, mène une politique agressive. Le 14 novembre, à Bruxelles, on a déclaré le lancement d'une mission de l'UE pour former des soldats ukrainiens. Cette formation se fera en RFA en Pologne et concernera 15 000 soldats ukrainiens. Monsieur le Président, au cours des derniers week-ends, on a vu des photos choquantes de soldats russes qui ont été abattus par des Ukrainiens. Dans une lettre publique, nous avons appelé le secrétaire général et le Conseil de sécurité des Nations Unies à exiger de Kiev de cesser de telles violations du droit international humanitaire. Il y a de plus en plus de témoignages de cas de mauvais traitement, de torture de la part du régime de Kiev en violation des conventions de 1949. Des anciens prisonniers de la République populaire de Donetsk ont bien expliqué que les formations du secteur droite ont utilisé certaines formes de torture. Idem pour la République populaire de Lugansk. Et le comité d'enquête de la Fédération de Russie vérifiera ces cas. Et nous espérons que la communauté internationale et les organisations du droit international également évalueront le non-respect par Kiev de ses obligations en vertu du droit international humanitaire. Parallèlement, le régime de Kiev continue ses provocations, ce qui est une menace pour le monde compte tenu de ces agissements, des forces militaires ukrainiennes dans la zone de la centrale nucléaire de Zaporojye, avec 12 charges colossales suivies de 8 simplement dans la journée du 21 novembre. Et le directeur général de l'AIEA a constaté les destructions que cela a causées dans la centrale. Notamment, un réservoir a été endommagé, d'où une fuite de matière non radioactive. Pour l'instant, le seuil de radioactivité est normal dans la centrale de Zaporojye, mais avec les agissements de Kiev, ce n'est qu'une question de temps pour que cela soit modifié. Pour conclure, j'en reviens au thème pour lequel on a convoqué la séance d'aujourd'hui. Je veux répéter que nous frappons les installations, les infrastructures d'Ukraine en réponse à la fourniture d'armes par l'Occident au régime de Kiev. Et l'utilisation d'explosifs par l'armée ukrainienne menaçant la sécurité du territoire de Russie, voilà un des objectifs de l'opération, et contrer cela, voilà un des objectifs de l'opération spéciale militaire. Est-ce que nous entendons de la bouche de M. Zelensky et de ses comparses, ce n'est pas une langue de paix, c'est plutôt des menaces et des ultimatums. Et l'Occident ne fait que attiser, encourager une ligne politique irresponsable. Et ainsi, les pays occidentaux essaient d'affirmer leur hégémonie géopolitique, mais au détriment d'autrui, de la vie d'Ukrainiens simples, innocents. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration et donne maintenant la parole à la représentante de l'Inde. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également remercier la secrétaire générale adjointe, Madame Di Carlo, de ses remarques lors de cette séance d'urgence. L'Inde reste préoccupée par la situation qui règne en Ukraine, y compris par la prise pour cible d'infrastructures civiles et par les morts de civils. L'histoire nous a montré que les meurtres de civils et la destruction d'infrastructures civiles ont été, hélas, utilisés comme armes légitimes de guerre. L'Inde condamne fermement l'utilisation de la violence et de l'oppression contre des civils innocents et la prise pour cible d'objets civils dans les conflits armés, quel que soit l'auteur de ces actes. Depuis le début du conflit ukrainien, l'Inde demande constamment une cessation immédiate des hostilités et la fin de la violence. Nous avons à maintes reprises demandé aux deux parties de
renouer avec la diplomatie et le dialogue, et nous avons également appuyé tous les efforts diplomatiques pour mettre un terme au conflit. La déclaration de notre Premier ministre indiquant que nous ne pouvons pas accepter une époque marquée par la guerre a été appréciée par tous de par le monde. La position de l'Inde sur le conflit ukrainien repose sur ce principe. Nous continuons d'appuyer tous les efforts en vue d'une désescalade. La démarche de l'Inde face au conflit ukrainien continuera d'être axée sur l'individu. Nous apportons une aide humanitaire à l'Ukraine, un soutien économique à certains des pays voisins, de nos pays voisins de l'hémisphère sud en difficulté économique compte tenu de l'effet ricochet du conflit. L'Inde a apporté une assistance humanitaire à l'Ukraine et aux pays voisins de la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la République slovaque. À la demande du gouvernement ukrainien, nous avons aussi apporté une aide financière pour la reconstruction d'établissements éducatifs. Afin d'aider les pays à faible revenu à lutter contre l'envolée des prix et la pénurie de denrées alimentaires, l'Inde a exporté plus d'1,8 million de tonnes de blé dans les pays en ayant besoin, y compris l'Afghanistan, le Myanmar, le Soudan, le Yémen. En conclusion, Monsieur le Président, nous continuons d'appuyer tout effort diplomatique visant à mettre un terme au conflit. Nous espérons donc très sincèrement une reprise des pourparlers de paix dès que possible pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et un règlement rapide du conflit. Nous répétons que l'ordre mondial repose sur le respect des principes de la Charte, du droit international, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Je vous remercie. Je remercie la représentante de l'Inde de sa déclaration. Je vais maintenant prononcer une déclaration en tant que représentant du Ghana. Chers collègues, d'entrée de jeu, je me félicite de la participation à distance du président de l'Ukraine, son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, et je le remercie de sa déclaration. Je saisis cette occasion pour réaffirmer l'attachement sans faille du Ghana à la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je remercie également Madame Rosemary Di Carlo, secrétaire générale adjointe chargée des affaires politiques et de la consolidation de la paix, de son exposé qui, une nouvelle fois, souligne l'horreur de la guerre et l'impératif, pour des raisons humanitaires évidentes, de mettre immédiatement un terme aux hostilités en Ukraine. Je salue également la présence des représentants de la Roumanie et du Moldova à la présente réunion. Le Ghana reste vivement préoccupé par les attaques ciblant la population civile et les infrastructures civiles en Ukraine. Et nous regrettons les morts et destructions inutiles endurées par le peuple ukrainien ces 9 derniers mois du fait de cette guerre injustifiée. La douloureuse réalité rendue évidente lors de chaque exposé au Conseil est que les civils paient le lourd tribut de la guerre et que leur sort ne fera qu'empirer si la guerre ne cesse pas immédiatement. Avec l'arrivée de l'hiver, alors que les infrastructures, l'essentiel des infrastructures essentielles de l'Ukraine ont été détruites ou endommagées, nombre d'Ukrainiens ne peuvent que craindre les affres d'un hiver potentiellement meurtrier. Il n'a jamais été plus crucial qu'aujourd'hui de mettre un terme à cette guerre. Nous enjoignons tous les membres du Conseil à appuyer une cessation des hostilités afin d'aider le peuple ukrainien en pleine souffrance. Nous restons vivement préoccupés par des engagements militaires constants dans et autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, ce qui compromet grandement la sécurité nucléaire mondiale. Nous enjoignons les parties à faire montre de retenue et à garantir le respect des 7 piliers de la sûreté nucléaire recommandés par l'AIEA. La démilitarisation de la centrale nucléaire de Zaporijia est dans l'intérêt de tous et de toutes. Par conséquent, nous continuons de suivre avec un vif intérêt les efforts de l'AIEA en Ukraine et nous saluons en particulier les consultations en cours à Istanbul, une consultation menée par le directeur général de l'AIEA, M. Rafael Mariano Grossi, sur la création d'une zone de sûreté et sécurité nucléaire. Nous réitérons notre appel aux belligérants afin qu'ils honorent pleinement leurs obligations au regard du droit international et du droit international humanitaire, y compris l'exigence fondamentale d'établir constamment la distinction entre les civils et les combattants. Nous estimons que les belligérants ont des obligations morales et juridiques qu'ils doivent respecter pour éviter de causer des dégâts inutiles pour les civils innocents. Nous
enjoignons également les parties à respecter les interdictions concernant les attaques directes, les bombardements contre les infrastructures civiles telles que des hôpitaux, des établissements médicaux, des écoles ou autres bâtiments résidentiels. Nous avons pris note avec préoccupation de rapports laissant entendre que des crimes graves ont été commis à Kherson et dans d'autres villes. Et nous continuons de souligner l'importance d'enquêtes fouillées, transparentes et indépendantes pour tirer au clair et élucider ces cas de violation éventuelle de droits humains et les possibles crimes de guerre. Et il faut établir et élucider les faits. Nous devons garantir collectivement une responsabilisation pour tout crime commis en Ukraine. Et les auteurs de ces crimes doivent rendre des comptes. Aujourd'hui, chers collègues, nous lançons un nouvel appel en faveur de la paix. Nous demandons encore une fois à la Fédération de Russie de retirer immédiatement ses troupes des frontières reconnues internationalement son voisin l'Ukraine. Cette guerre était très chère pour les deux parties et elle continue, ce qui est très inquiétant, de mettre à mal la paix et la sécurité internationale. La Charte des Nations Unies, à laquelle nous sommes tous liés, donne un éventail de moyens pacifiques pour le règlement des différends, y compris la négociation, les enquêtes, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire et le recours à des accords ou institutions régionales. De ce fait, nous appuyons le dialogue et la diplomatie pour répondre aux préoccupations respectives des parties, d'autant plus qu'il est de plus en plus évident qu'il n'y a pas d'autre solution que règlement pacifique de la guerre. À aucun moment de l'histoire, notre organisation, la violence n'a été stratégique pour régler les différends interétatiques. Avant de conclure, je me félicite de la reconduction de l'initiative sur l'exportation des céréales par la mer Noire et j'enjoins les parties à opérationnaliser pleinement cette initiative pour contribuer à régler le problème de la sécurité alimentaire. Enfin, lançons un appel à tous les membres du Conseil pour qu'ils conjuguent leurs efforts pour que cessent immédiatement les hostilités et pour poursuivre les efforts diplomatiques pour établir la paix en Ukraine. Je vous remercie. Je reprends maintenant ma casquette de président du Conseil et je vais maintenant donner la parole au représentant de la Roumanie. Je vous remercie, Monsieur le Président. À l'instar de la Norvège, d'autres membres du Conseil, nous avons nous aussi écouté attentivement le président Zelensky et nous avons également écouté la secrétaire générale adjointe, Madame Di Carlo, son exposé. Nous avons demandé la parole, Monsieur le Président, car nous sommes extrêmement préoccupés, alarmés même. Les attaques récentes contre les infrastructures énergétiques essentielles de l'Ukraine ont eu des incidences graves sur la vie de millions de civils en Ukraine. La situation humanitaire en Ukraine est catastrophique depuis 9 mois, mais elle ne fait que se dégrader. Les civils sont en proie à l'effroyable réalité des missiles ou des attaques aux drones dans des zones ayant peu d'importance militaire. Les infrastructures civiles essentielles, notamment énergétiques, sont délibérément pris pour cible, limitant l'accès à l'électricité, à l'eau courante et au chauffage pour les civils dans de nombreuses régions d'Ukraine. Les conséquences déjà graves sont amplifiées par l'arrivée de l'hiver. À cette heure-ci, de nombreux civils en Europe ne peuvent pas se chauffer et n'ont pas d'électricité. Les attaques récentes près de centrales nucléaires peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Il faut garantir la sûreté et la sécurité. La vie de nombreux millions de civils innocents est en danger. Des attaques contre les civils sont inacceptables quelles que soient les circonstances. Ils sont interdits par le droit international humanitaire. Ces attaques doivent cesser. Les attaques récentes ont également touché les liens sur le plan électrique entre l'Ukraine, la République de Moldova et le réseau électrique européen. Des efforts sont en cours pour rétablir l'approvisionnement électrique à l'Ukraine, y compris depuis la Roumanie. Nous fournissons déjà un certain montant d'énergie électrique qui est limité par les prescriptions techniques actuelles. Dans la République de Moldova, ces attaques ont entraîné aujourd'hui une coupure électrique complète. Dans un contexte déjà difficile. Le mois dernier, suite à l'utilisation de l'énergie comme arme par la Russie, la Roumanie a
fournit à la République de Moldova entre 80 et 90% de l'électricité dont elle a besoin. La situation énergétique difficile a également été évoquée il y a 2 jours à la 3e conférence ministérielle de la plateforme de soutien au Moldova à Paris, organisée par les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de la Roumanie. Monsieur le Président, le pilonnage constant du territoire ukrainien, la prise pour cible d'infrastructures civiles, nous amène à nous poser la question de la responsabilité et de la reddition de comptes. Le mois dernier, l'Assemblée a indiqué que la Russie doit assumer les conséquences juridiques de ces actes illicites, y compris avec des réparations. En ce qui concerne les efforts en cours, nous nous félicitons de la reconduction de l'initiative sur la mer Noire du 19 novembre. Cette initiative importante permet d'avoir des denrées alimentaires accessibles sur le marché mondial et cela régule les prix. Nous continuerons de jouer notre rôle. Nous mettrons à disposition nos céréales à nos partenaires de par le monde et nous continuerons de faciliter les exportations de céréales ukrainiennes. Mon gouvernement prend ce rôle très au sérieux pour aider les pays en développement, pour garantir une meilleure connectivité et pour diversifier les itinéraires d'approvisionnement depuis l'Ukraine. Nous avons inauguré un nouveau point de passage à la frontière entre les 2 pays. Jusqu'à présent, plus de 8,5 millions de tonnes de céréales et d'autres denrées alimentaires sont exportées par le biais de la Roumanie, y compris avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre des couloirs de solidarité. En conclusion, comme cela a été dit à maintes reprises au Conseil, dans les résolutions de l'Assemblée et des déclarations, il n'y a qu'une seule solution pour faire cesser cette agression. La Russie doit cesser d'utiliser la force, elle doit se retirer de l'Ukraine dans le cadre des frontières reconnues internationalement. Cela suffit. Merci. Je remercie le représentant de la Roumanie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la République de Moldova. Monsieur le Président, la République de Moldova s'associe aux délégations précédentes pour condamner fermement les attaques perpétrées contre l'Ukraine touchant les civils, des infrastructures essentielles et causant d'innombrables souffrances. Nous nous félicitons de la déclaration du président Zelensky devant le Conseil et nous remercions la secrétaire générale adjointe, Madame Di Carlo, qui a présenté un exposé sur la question. Monsieur le Président, depuis plus de 9 mois maintenant, le pays voisin, l'Ukraine, défend sa liberté, sa souveraineté, son intégrité territoriale face à la guerre d'agression non provoquée menée par la Fédération de Russie, une guerre qui entraîne des plus graves crises de réfugiés en Europe, qui a des conséquences économiques considérables, entraînant une crise et aggravant la crise énergétique en Europe. La République de Moldova condamne dans les termes les plus forts la guerre contre l'Ukraine. Nous sommes entièrement solidaires avec les Ukrainiens et nous réitérons notre soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans le cadre de ses frontières internationalement reconnues. Cette guerre brutale continue d'entraîner des pertes humaines et la destruction d'infrastructures civiles et énergétiques, ce qui ne fait qu'aggraver la situation humanitaire. Nous sommes fortement préoccupés par les immenses souffrances humaines, par cette tragédie humaine considérable alors que la guerre continue de faire rage en Ukraine, de toucher sa population. La guerre russe contre l'Ukraine détruit des individus, des infrastructures essentielles également à l'approche de l'hiver. Les retombées de la guerre contre l'Ukraine se font de plus en plus ressentir dans les pays voisins, y compris en République de Moldova. L'agression russe contre l'Ukraine a des implications beaucoup plus vaste pour la sécurité et la stabilité de mon pays. Ces attaques constantes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont entraîné des coupes d'électricité au Moldova suite au 15 novembre. Plus de 50% du pays s'est retrouvé dans le noir. Il y a eu des coupes électriques massives dans le pays. L'approvisionnement en eau a également été touché étant donné que les pompes ne pouvaient plus être utilisées. Notre délégation voudrait rappeler aux membres du Conseil de sécurité que fin octobre,
Des débris de missiles ont été également trouvés et missiles russes ont été interceptés par la défense anti-aérienne. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais il y a eu en tout cas des événements qui ont semé une peur intense. Ces incidents dangereux montrent une chose: la guerre doit cesser maintenant, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, afin d'éviter des conséquences humanitaires catastrophiques d'une guerre. L'objectif ultime doit être de rétablir la paix en Ukraine. En ce qui concerne ce qui s'est produit aujourd'hui, nous devons également mentionner que pendant 2-3 heures, alors que notre équipe technique, nos ingénieurs essayaient de rétablir l'approvisionnement, les connexions d'Internet et de téléphones mobiles ont été complètement perturbées et n'étaient pas disponibles en République de Moldova. Une nouvelle fois, nous lançons un appel soutenu pour que la Russie cesse cette agression militaire, pour qu'elle retire son armée du territoire ukrainien et pour qu'elle respecte pleinement ses obligations découlant du droit international, y compris le droit international humanitaire, et pour qu'elle respecte les droits humains. La République de Moldova réaffirme son soutien sans faille à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans le cadre de ses frontières internationalement reconnues, et nous sommes solidaires pour défendre les valeurs de la liberté et de la démocratie. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République de Moldova de sa déclaration. Il n'y a pas d'autres noms inscrits sur la liste des orateurs. La séance est levée.